Donc je me colle à la définition de la permaculture. J'aime bien celle-là, c'est la définition dans laquelle je me reconnais encore. C'est la permaculture est un aménagement consciencieux du paysage qui imite les modèles trouvés dans la nature pour produire en abondance de la nourriture, des fibres et de l'énergie afin de combler les besoins locaux. Donc Graham Bell, pas celui qui a inventé le téléphone, étonnamment. Tu veux que je te le passe? Non, non, non. Et concrètement, s'il fallait que je résume en gros ce que je viens de dire juste avant, la permaculture pour moi c'est l'influence entre deux personnalités. On a en bas Masanobu Fukuoka, qui, pour résumer la philosophie de l'agriculture naturelle, c'est plus les conditions de culture ressemblent au milieu naturel de prédilection de la plante en question, meilleur est le rapport kilojoule dépensé, kilojoule récolté. Ce qui veut dire, plus on imite la nature, et moins on bosse, moins on a de travail à fournir. Et dans mes cours, je prends souvent l'exemple de la viticulture. Une vigne, qu'est-ce que c'est? C'est un arbre qui a la flemme de faire un tronc. Donc c'est un arbre qui va pousser sur un autre arbre. Donc concrètement, si on veut respecter la philosophie de Fukuoka, si on veut faire planter une vigne, on va la faire monter au pied d'un arbre et on a créé un arbre à vin, à raisin, gratuitement. Et c'est vrai que si on compare bêtement, à la limite tendre un câble d'un arbre à un autre et mettre la vigne dedans, c'est moins d'effort que de mettre des piquets, des machins, etc. Donc ça marche pour les plantes. On peut voir aussi pour les animaux comment les animaux sont dans la nature, et si on reproduit un peu leur façon de fonctionner, effectivement on travaillera un peu moins parce que ils feront un peu plus ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ça c'est une des idées, et l'autre, qui n'est pas du tout dans l'imaginaire collectif de la permaculture, mais qui est vraiment une très très grosse influence, c'est Perceval Alfred Yeoman, un gars qui a fait fortune en vendant de l'acier, du charbon, etc. Et qui a décidé, à la fin de sa carrière, de se reconvertir dans l'agriculture, et qui a appliqué ce qu'il avait appris de récolte, des méthodes pour modifier le paysage, pour récolter l'eau pluviale, pour laver les minerais, pour l'optimisation des fermes. Donc vous voyez, là on a une immense ferme, et en fait il a créé des barrages partout. C'était vraiment passionné du bulldozer. Et quand il va pleuvoir quelque part, par exemple le 7 mars se remplit, plutôt que de déborder sur la mare d'après, en fait il y a un petit canal et qui va remplir cette mare, et ainsi de suite. Et il crée des paysages comme ça, qui vont récolter un maximum d'eau de pluie et qui vont permettre de repousser les sécheresses, etc. Voilà, pour moi la permaculture et la façon dont je la pratique et je l'enseigne, c'est un mélange de ces deux philosophies-là. Et tout ça, on le résume dans un concept qu'on appelle le design. Vous voyez, on travaille, ça c'est de mes étudiants là, qui avaient fait une étude pour un projet de ferme. Voilà. On bosse un peu comme un architecte avec des plans, des calques, etc. Où on va mettre l'eau, les chemins, les animaux, etc. Un calque pour chaque fonction, etc. Et concrètement, ça fait des jolies fermes à la fin, où vous voyez, donc il y a des mares, il y a des arbres au lieu d'être en ligne droite, mais ils sont un peu en courbe de niveau, c'est pas vraiment la courbe de niveau, c'est autre chose. Je vais pas détailler. Vous voyez, ça c'est une ferme où c'est de l'agroforesterie en fait, c'est des rangées d'arbres, et entre il y a des légumes, il y a des animaux qui se baladent dedans et tout. Et encore un coup, on n'est pas dans la ligne droite. Voilà, milieu tropical, on voit des bananiers, etc. Ça, c'est la permaculture. Et après, les grands penseurs du mouvement ont créé une morale, une éthique, et ont présenté, donc il y a ces fameux les principes de la permaculture, et on va dire chaque nouvelle sommité a voulu marquer l'histoire de la permaculture et a créé ses propres principes. Et on est à peu près tous d'accord sur 3 éthiques de base qui sont partager équitablement les surplus, prendre soin de l'humain et prendre soin de la terre. Ça va dépendre des traductions. Et ça, c'est Anaïd qui en parlera peut-être un peu plus, parce que c'est son domaine de prédilection. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne sur ma ferme? Donc ça, c'est ma ferme, qui s'appelle la ferme du Point-Clé. Là, on voit une vue en 3D de la ferme, et effectivement, on va retrouver un peu ces délires. On voit des lignes d'arbres qui ne sont pas en ligne là haut, qui sont... en fait, ce qu'on appelle ça, on appelle ça le keyline design, qui est un peu une espèce de courbe de niveau. Des mares, qui quand elles débordent vont remplir la suivante et tout. On a un fossé qui, lorsqu'il pleut, va se remplir. Là, c'est un de mes chemins principaux pour aller sur mes zones de culture. Et le chemin, en fait, il est légèrement en pente. Ce qui fait que quand il pleut,
ben, le chemin il se remplit d'eau, il va remplir le petit canal qui va remplir la mare. Et avec ces petits aménagements, l'idée c'est de en fait, optimiser le naturel pour essayer de créer un truc un peu plus productif. Donc quand il y a un bel orage le 15 juin, j'arrive à avoir tous mes systèmes, là j'ai représenté les plus gros, qui sont remplis d'eau, qui vont infiltrer le sol, et j'espère décaler peut-être d'1 mois la sécheresse dans mon sol. Voilà, ça c'est la théorie. Ça c'est ma maison. Voilà, qui a changé un peu en quelques années. Et c'est pour vous montrer un peu quelques outils qu'on a dans le design, je ne vous ai pas tout montré. Il y en a un qu'on appelle l'interconnexion des éléments. Un des principes, c'est superposer les fonctions. Donc vous voyez, là, il y a ma serre, qui est ici, qui est attachée à ma maison. Et tout simplement, dans mon système, j'ai besoin d'une serre pour faire mes semis, pour faire mes plants, etc. Je peux avoir une maison et une serre à côté. Si je colle la serre à la maison, en hiver, j'ai la serre qui se chauffe ma maison. J'ai aussi le mur de ma maison qui fait masse thermique, ce qui fait que quand il gèle, en fait, il gèle pas dans ma serre. Parce que le mur fait masse thermique. En plus, j'ai le conduit de mon poêle. Donc quand je chauffe ma maison, le conduit de mon poêle, je l'ai fait passer par la serre. Ce qui fait que quand il fait froid, du coup, je chauffe ma maison, mais il y a encore 200-300 degrés qui sortent par le conduit et qui chauffent la serre. Donc la serre reste hors gel. Et ce qui fait que j'ai des bananes. J'ai failli vous amener des bananes aujourd'hui parce qu'elles sont en train de mûrir pour me la péter un peu. Mais la photo devrait suffire. Et j'ai poussé le vis un peu jusqu'à mettre ma salle de bain dans la serre, ce qui fait que l'humidité de la salle de bain profite aux plantes, etc. Donc sur le papier, c'est génial. Le côté s'appuie un peu sur le vivant, donc j'ai une stratégie pour implanter des arbres fruitiers sur mon terrain. Et l'une d'entre elles, c'est greffer les arbres fruitiers sauvages. Donc les fruitiers sauvages, c'est un truc qui pousse spontanément, vous en voyez un peu dès qu'il y a un petit peu de friche, vous avez des fruitiers sauvages spontanés, mais les fruits ne sont pas intéressants. Et en fait, par une greffe, un geste qui va prendre quelques minutes à plusieurs heures, on va pouvoir mettre des bourgeons de fruits qui nous intéressent, et le porte-greffe va faire pousser ces bourgeons et on transforme un arbre en arbre fruitier. Et là, on a des résultats incroyables. Ça, c'est un pommier qui a été pris en photo il y a 2 ans, mais cette année, c'était la même plus, recouvert de pommes, malgré la sécheresse qu'on a eue cette année. Et j'adore ça. D'ailleurs, là, on lance un projet de recherche avec le GRAB, groupement de recherche en agriculture biologique, sur ce sujet-là. Là, tu as des poires. Là, tu as un arbre sauvage qui faisait 4 mètres de haut, et j'ai commencé à le greffer à 4 mètres de haut. Maintenant, il est monté à 5-6 mètres. Et ça, voilà, c'est les poires qui sont là, qui sont sorties. Ça, c'est un pommier. Mais il y a pareil, il y a les cerisiers, il y a plein d'essences. Ça, c'est un sujet très porteur que j'aime beaucoup. Voilà, les animaux dans le système. Donc, les animaux sont intéressants parce qu'ils vont aider chez moi à contrôler l'enherbement. Fertiliser, je peux imaginer que il y a peut-être un contrôle de peu de parasites. Par exemple, pour le pommier, peut-être que le zeusaire a un cycle, j'en sais rien du tout, où il se retrouve dans le sol ou un autre, et les poules en grattant vont flinguer ce parasite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est la caravane à poules que je déplace avec mon tracteur, un Ferrari, parce que je me la pète un peu quand même. Et voilà, et en fait, régulièrement, je vais déplacer les poules d'un endroit à un autre. Et là, on voit, ça c'est les poules dans le même pommier qu'on avait eu avant, voilà, qui dorment, et donc qui sont perchées dans l'arbre. Et donc, toute la nuit, elles font caca au pied du pommier. En termes de fertilité, c'est intéressant. Et le fait de les faire tourner d'une parcelle à une autre, pour les parasites, c'est intéressant, parce que le cycle des parasites des poules elles-mêmes, ils restent dans le sol, elles vont plus loin, etc. C'est génial, hein? Et je finis là-dessus pour ma ferme. J'ai oublié de dire qu'à la base, en fait, si je me suis installé en permaculture, c'était pour explorer, vivre l'autonomie. En gros, vivre comme un hippie avec ma femme et mon fils, que j'ai depuis quelques années. Et là, depuis quelques années, on commence à lancer une production, c'est-à-dire à créer un revenu. Et maintenant, je vends des arbres, je suis pépiniériste. Et toujours dans l'idée de superposer les fonctions, on s'est amusé à mélanger les arbres dans le potager. Donc, je vous ai fait un schéma pour que ce soit plus clair. Donc ça, c'est mes planches de culture qui font à peu près 1 mètre de large. Et au nord, là, je vais prendre 10-20 cm juste pour planter des arbres. Et au sud, il y a mes légumes.
L'intérêt, c'est que en fait, le temps d'entretien des légumes, donc juste regarder, désherber, gratouiller le sol, arroser, suffit largement pour faire pousser des arbres. Ce qui veut dire qu'en me nourrissant, en fait, je crée un revenu sur ma ferme. Et en plus, vu que c'est ma femme qui fait le potager, moi, j'ai rien à faire. Non, ça, c'est une blague juste pour les conférences. Juste de voir une copine qui était là. Ça n'a pas marché. Voilà, donc ça, c'était pour résumer rapidement la permaculture. Et c'est génial parce que sur PowerPoint, ça plaît toujours. Mais si on est là aussi, c'est pour faire un petit mais. Parce que, en fait, je suis engagé dans le milieu de la permaculture depuis pas mal d'années. J'ai fait un film qui a fait 120 000 entrées avec un copain, Adrien. Et voilà, et en montant en expérience, je suis devenu grand gourou de la permaculture. C'est-à-dire, je fais partie d'une trentaine de gens qui enseignent la permaculture à des gens d'une certaine manière. On pourra en revenir plus tard. Et je suis passé du petit militant qui propage le truc à quelqu'un qui est actif dans l'enseignement de la permaculture. Et en préparant mes cours, du coup j'ai fait pas mal de biblio. Je viens du monde de la... J'ai été formé à la recherche, donc je sais faire un peu de biblio. Et voilà, un jour j'ai commencé à me dire, tous les fondamentaux de la permaculture, je vais préparer mes cours, c'est simple, je vais aller sur Google Scholar, je vais trouver 3 publis pour emballer les stagiaires, parce qu'il ne suffit pas de grand chose pour les emballer. Et je vais confirmer toute notre doctrine, quoi. En fait, je me suis rendu compte que la plupart des trucs qu'on dit, c'est de la connerie, c'est pas basé sur de la vraie science, ou alors c'est des vieux modèles écologiques qui datent d'il y a longtemps. Et j'ai pris 2 exemples, tout simplement le truc de Fukuoka, son truc phare de faire pousser du riz dans du trèfle blanc. En fait, ça marche pas. C'est-à-dire que les gens qui ont essayé de réessayer, ça marche pas. J'ai pris aussi Hervé Coves, c'est un gars que j'adore parce que dans le milieu de la permaculture, il est super influent. C'est un vrai scientifique de base et il a résolu des vrais problèmes sur des fermes, sur des exploitations. Par exemple, il y avait les trips qui ravageaient les fraises et du coup, il s'est rendu compte que si on mettait des fleurs à côté des fraises, les trips allaient manger le pollen et du coup, ils n'attaquaient plus les fraises. Et dans l'idéal permacole, c'est génial, on ne va pas utiliser un pesticide, on arrive à résoudre le problème. En fait, on se rend compte que, je me suis rendu compte en grantant un peu ces conférences, que assez souvent, ils piochaient des petits trucs dans le monde scientifique et faisait une espèce de petite mixture mystique pour faire des belles conférences, mais il n'y avait pas de rigueur. Donc, voilà, j'ai essayé dans le mouvement de la perma, j'ai essayé un petit peu d'apporter un peu de rigueur scientifique. Et en fait, dans mon milieu, c'est-à-dire les autres gens qui promeuvent la permaculture, la plupart, en fait, ils n'ont pas du tout cette conscience. Ça, c'est pour ceux qui s'appuie un peu sur la permaculture, mais en fait on est dans un milieu qui s'appuie un peu sur la science. Mais en fait on est dans un milieu où il y en a plein qui sont en défiance réellement de la science, parmi les gens les plus haut placés dans notre mouvement. Là, j'ai pris quelques exemples, voilà, il y a des cours de permaculture qui sont maintenant axés sur les 4 éléments, etc. Là j'ai pris un exemple de ce pendentif, parce que j'ai une de mes collègues qui a ce pendentif, c'est un truc à 1400 € qui protège des ondes. Et du coup, ça commence à être compliqué de vouloir dire écoutez, ça vous dit pas, on arrête de parler de la Lune ou on arrête de parler de ça parce qu'en fait c'est de la connerie, quoi. Et voilà. Je vais pas aller trop loin, je voulais juste dire en fait mon analyse du mouvement. Le dernier truc, c'est les stagiaires aussi. Moi, dans mes stages, j'ai commencé à plutôt que de dire regardez, c'est génial, nanana, on a commencé à arriver au doute, à dire ça c'est ce qu'on dit dans les cours de perma, mais en vrai c'est un peu plus subtil que ça, c'est un peu plus complexe que ça. Et le problème c'est que le milieu dans lequel évolue la permaculture, le milieu militant dans lequel on est, fonctionne avec des gens qui sont passionnés et qui ont besoin de recettes miracles. Et du coup le mouvement permacole, ou cette alternative, évolue dans un milieu où il y a une espèce de sélection naturelle, où en fait le contenu qui est proposé est un mélange entre ce que les gens veulent entendre et ce que les profs ont envie de dire. Et en fait, je trouve que le concept de la permaculture à la base, qui est assez intéressant, se modifie à la fin parce que c'est la nature du milieu alternatif. Je pense que j'ai mieux formulé par écrit ce que j'ai essayé de dire à l'oral. Et voilà, j'en dirai pas plus. Et
je vais laisser Anaïd prendre la suite. Très bien. Merci. Merci beaucoup.